Chers téléspectateurs, bienvenue au 7e épisode de votre émission Les engagés de l'innovation sociale. C'est une web émission portée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh en partenariat avec Téléplus qui a pour but d'engager un débat constructif sur l'innovation sociale et inclure et surtout inviter des acteurs de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire en général afin de discuter comment est-ce qu'on peut être plus innovant d'un point de vue social. Durant cette saison, durant cette année 2022, nous avons engagé plusieurs épisodes où nous avons parlé du financement de l'innovation sociale, comment est-ce qu'on peut former et éduquer à l'innovation sociale. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet beaucoup plus systémique, beaucoup plus macro, qui est celui du cadre réglementaire, du cadre légal de l'économie sociale et solidaire en général. Comme vous le savez, l'économie sociale et solidaire est un gisement de richesse, un gisement d'opportunités pour des millions de Marocains qui y travaillent, soit dans des associations, des coopératives, des mutuelles ou d'autres formes qui existent et qui essaient, à travers leurs activités, de répondre à des problématiques et d'apporter des solutions à des problématiques sociales, en général avec une vocation très territoriale dans l'action. Aujourd'hui, ce chantier devient très stratégique, d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le cadre du nouveau modèle de développement où il a été très spécifié que l'économie sociale et solidaire est un levier de développement, le troisième pilier de développement également pour l'économie de notre pays. D'où l'importance d'avoir un cadre légal et juridique adapté, actualisé, qui permet de structurer et d'organiser ce secteur ô combien stratégique. Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité pour vous deux personnalités connues par leur expérience et leur engagement probant sur le terrain en la matière. J'ai à ma gauche Madame Asma Diani, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Madame Diani, vous êtes professeure universitaire à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Vous êtes également chercheur associé à l'université Paris-Est Créteil et vous êtes présidente cofondatrice du Centre marocain des études et de recherche sur l'entreprise sociale. Tout à fait. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Encore une fois. J'ai à ma droite, c'est Mohamed Salhi. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Sidi Mohamed, vous êtes le coordinateur national de l'espace marocain de l'économie sociale et solidaire et environnementale. Et également, vous êtes coordinateur national de l'axe économie sociale et solidaire au niveau de l'INDH phase 3. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers invités, chers téléspectateurs, comme la coutume ici au niveau des engagés de l'innovation sociale, on démarre tout d'abord avec une petite actualité et sur laquelle je vous laisse un peu réagir. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle du cadre légal et toute personne initiée un peu et qui s'intéresse à ce domaine sait aujourd'hui que le ministère de tutelle est aujourd'hui en train de travailler sur un projet de loi 4 sur l'économie sociale et solidaire. Donc je voulais un peu vous faire réagir par rapport à cette actualité. Pourquoi est-ce important d'avoir un projet de loi 4 et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs par rapport à cela? Je commence avec vous, Madame Diani. Alors, tout d'abord, je vous félicite pour le choix du sujet de discussion d'aujourd'hui, des engagés de l'innovation sociale. En fait, le cadre légal de l'économie sociale et solidaire est extrêmement important à discuter. Il est d'autant plus que, comme vous l'avez dit, sujet d'actualité puisqu'il y a un chantier qui vient d'être lancé, celui de sortir en fait un projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire. Je tiens simplement à dire qu'il était temps de le faire et aussi à souligner qu'on en est à la deuxième tentative de formalisation d'un projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire. On a en fait un projet de loi qui a été émis en 2016 par le même ministère, enfin avec appellation différente, dans le ministère de tutelle de l'époque, donc l'artisanat et l'économie sociale et solidaire, et la FAO. Et c'est un projet qui a été préparé de septembre 2015 à juin 2016, mais qui n'a
malheureusement pas été voté. Donc j'espère que cette fois-ci, la suite, le projet aboutira et qu'il sera voté au niveau du Parlement. Voilà. La première tentative, c'était également le ministère de tutelle avec une assistance technique du FAO. Cette fois-ci, c'est également le même ministère avec une assistance technique de l'AFD, de l'Agence française pour le développement. Si Mohamed Salhi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, comme actualité aujourd'hui, par rapport à ce projet de loi cadre? Vous êtes un acteur sur le terrain en général. Vous voyez qu'il y a un besoin aujourd'hui de pouvoir centraliser un peu cette dynamique, la régulariser, la cerner, et également surtout clarifier certains points. Est-ce que le projet de loi est prometteur et est-ce qu'il va permettre à l'ESS de se hisser au rang qu'il mérite réellement comme un levier de développement? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie la Fondation Abdelkader Ben Salah pour cette invitation, pour ce qu'il fait aussi pour l'innovation sociale en particulier et pour le développement durable en général. Donc, pour ne pas reprendre ce qu'a dit le professeur, l'économie, vous l'avez dit dans votre introduction, l'économie sociale et solidaire, elle est très importante. Ce n'est pas une économie, donc plusieurs gens pensent que c'est une économie, disons, alternative ou c'est une économie de pauvres. Or, c'est une économie comme les autres. C'est une économie complémentaire aux autres économies, l'économie de l'État, l'économie traditionnelle du privé. C'est une économie plus importante aussi parce qu'elle intègre, donc le local, la proximité, les acteurs locaux, et aussi parce que cette économie, elle place l'homme au cœur de sa réflexion et aussi sa finalité sociale. Si on prend par exemple, ça c'est le professeur peut aussi le dire, en Europe, c'est 10% du PIB, 10 à 12% du PIB, c'est l'ESS. Et aussi une grande partie, donc, disons, des emplois, beaucoup d'emplois. Au Maroc, on parle de 3 à 4% du PIB. De contribution de l'ESS au PIB du pays. Okay. Donc, d'où l'importance d'une loi qui va cadrer, bien sûr, cette économie qui est très importante et qu'on estime qu'il va vraiment employer beaucoup de jeunes et beaucoup de chômeurs qui arrivent sur le marché de l'emploi. Très bien. Je vous propose d'aller tout de suite parler de notre premier acte de discussion. Aujourd'hui, nous avons une multitude d'acteurs. On parle de statistiques et de chiffres. On a plus de 40 000 coopératives au Maroc. On a plus de 210 000 associations, chiffre officiel. Nous avons également une vingtaine de mutuelles. Ça, c'est des formes juridiques, je dirais, usuelles de l'USS. Donc, il y a quand même, je dirais, un rassemblement qui est énorme quand même. Nous avons des centaines de milliers d'acteurs. On parle d'organisation, mais si on parle de personnes qui y travaillent, nous sommes devant des millions de Marocains et qui gagnent leur vie à travers cette économie sociale et solidaire. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique qui n'est pas aujourd'hui, je dirais, fédérateur, mais qui est un peu, je dirais, éparpillé. Donc, par exemple, les associations, elles ont le Dahir 58, les mutuelles, le Dahir 63. Nous avons la loi également 112-12 sur les coopératives. Madame Diani, aujourd'hui, ces textes qui régissent cette multitude d'acteurs, est-ce qu'ils permettent aujourd'hui réellement une plus forte, je dirais, force dans l'action? Est-ce qu'ils permettent réellement à ces acteurs d'atteindre leur potentiel et de contribuer réellement au développement du pays? Ou est-ce qu'il y a des manquements? Ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer par rapport à cela? Très bonne question. En fait, les cadres juridiques des organisations de l'économie sociale et solidaire, des organisations classiques de l'économie sociale et solidaire que sont les associations, les coopératives et les mutuelles, chaque organisation a son statut juridique. Le plus actuel est celui de la coopérative puisqu'il a été revisité et donc on en est à une version un peu plus élaborée, plus intéressante que la précédente.
donc qui est la loi 112-12. Et puis, on a deux cadres juridiques qui ont besoin d'être revisités. Hein, donc le code de la mutualité en cours et puis la loi sur les associations. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces lois, malheureusement, n'ont pas été on va dire, pondues, entre guillemets, dans un esprit de l'ESS. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle d'associations, la loi qui régit les associations, elle gère toutes les associations. Maintenant, celles qui sont naturellement amenées à faire partie de l'économie sociale et solidaire, ce sont les associations créatrices de valeur ajoutée économique. Et donc, par exemple, les associations de plaidoyer n'ont pas vocation à figurer dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on parle d'abord d'une économie, donc de création de valeur. D'accord ? Donc, il y a lieu, en fait, ce que la loi cadre va amener dans ce paysage, elle va ramener d'abord une mise à niveau, hein, puisque à partir des décrets, j'imagine, qui vont découler de la loi cadre, on va avoir donc à revisiter toutes les lois ponctuelles relatives à chaque organisation. On va passer à une harmonisation. Mais on va surtout dans le cadre de la loi cadre, faire du nettoyage. Qu'est-ce qui devrait être dans l'ESS et qu'est-ce qui n'a pas à figurer dans l'ESS, et de une. Et de deux, et donc on fait le nettoyage, vous comprenez que les associations non créatrices de valeur ajoutée devront absolument, tout à fait, absolument. Mais celles qui le sont, donc les organisations, enfin les associations créatrices de valeur économique et sociale le seront. Maintenant, il y aura également une ouverture sur les formes innovantes de l'entreprendre collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vécu, enfin ne serait-ce qu'à partir du dernier projet de loi cadre jusqu'à aujourd'hui, de 2016 à aujourd'hui, on a eu un vécu qui est plein d'enseignements, qui est la crise Covid. Et la crise Covid, elle a montré, en termes de résilience, elle nous a donné énormément de leçons. Et ces leçons devront être captées ou devraient être captées dans le cadre de la nouvelle proposition du projet de loi cadre. Donc voilà, donc il y a une harmonisation à faire, il y a du nettoyage à faire, et puis il y a une ouverture sur les formes innovantes, comme je l'ai dit, pour garder un peu de l'espace et de la place pour toutes les formes à venir qui vont, donc de l'entreprendre collectif, qui vont se manifester donc dans le futur. Vous avez cité un point qui m'a interpellé, c'est que c'est vrai que nous avons un grand nombre d'associations au Maroc, et c'est vrai que vous avez dit une association qui crée de la valeur ajoutée économique et sociale. Quel pourrait, à votre avis, des indicateurs ou un indicateur qui pourrait dire que voici une association qui contribue, je dirais, à l'ESS, et voici une association qui ne contribue pas. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est la création d'emplois salariés? Est-ce que c'est le paiement d'impôts? Quel est, à votre avis, ces indicateurs qui vont dire que c'est une association peut faire partie de l'ESS et une autre pas? Alors, il y a la création d'emplois, c'est clair. Il y a la création d'emplois, c'est extrêmement important, et pas n'importe quel emploi. Il faut que ce soit de l'emploi décent. Hein. Nous avons mené en fait au sein du CMERES une étude sur la région Fès-Meknès qui a porté sur la capacité du secteur coopératif à créer des emplois décents, et nous avons été étonnés de voir que si on affiche des chiffres importants en termes quantitatifs, je veux dire voilà, on a tant de coopératives créées par an, en fait concrètement on a des emplois qui sont créés, qui sont vraiment des emplois problématiques. Précaire, absolument. Je n'avais pas envie d'utiliser le terme, mais effectivement, c'est à fond dans la précarité. Donc, il y a lieu de revisiter cela. Hein. Donc, pour qu'on sorte l'économie sociale et solidaire de ces représentations que l'on a d'elle comme étant une économie de la misère. Donc, il y a la création d'emplois, mais pas que. Il faut que le business model de l'association puisse déboucher sur une double création de valeur. Une valeur ajoutée économique, une valeur ajoutée sociale, un impact social, forcément. Très bien. Si Mohamed Salhi, vous êtes sur le terrain également au niveau de l'espace, vous voyez, parce que vous faites partie de commissions régionales, provinciales, vous voyez les porteurs de projets aujourd'hui, soit associations, soit coopératives, et vous remarquez aujourd'hui qu'il y a une volonté de vouloir faire plus, mais parfois les acteurs se trouvent un peu ligotés, avec les mains un peu liées,
à travers justement des considérations parfois légales, parfois réglementaires, parfois juridiques, parfois paperasse, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport justement aux difficultés que vous voyez sur le terrain, que les acteurs rencontrent à cause de leur statut juridique, et qu'est-ce qu'on peut faire plus pour pouvoir avoir un cadre juridique plus élaboré? Ne parlons pas maintenant du projet de loi cadre, mais à l'intérieur de chaque loi spécifique, qu'est-ce que peut être amélioré? D'ailleurs, je veux reprendre un terme que le professeur a utilisé, c'est le toilettage, le nettoyage des lois existantes. Nous avons le Daher sur les associations qui existe depuis 1958. Il y avait, oui, donc qui n'a pas évolué. Il y a des petites retouches, mais qui n'aspirent pas vraiment aux aspirations des coopératives et qui justement lie le travail des associatifs. Pour la nouvelle loi de 112 des coopératives, il a besoin aussi d'être revu parce que on n'avait pas, j'en suis sûr, je ne sais pas si le professeur peut aussi l'affirmer, on n'a pas consulté les acteurs sur le terrain pour cette nouvelle loi. D'ailleurs, il y avait des recommandations de la CIE, de l'Alliance des coopératives internationales, qui disaient que même la définition, elle n'est pas complète. Ils ont enlevé des aspirations. Donc, sur le terrain, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, nous avons, ce que vous avez dit, 40 000, c'est estimatif. Même l'ODICO, ça veut dire c'est l'organisme qui gère les coopératives. Il n'a pas, si vous vous l'appelez pour lui demander des chiffres exacts, il n'a pas. Ils ont recruté d'ailleurs un bureau d'études pour faire les statistiques. Et vraiment, il n'y a pas vraiment une synergie entre les. Si vous voulez créer une coopérative, vous êtes obligé de partir chez le caïd, après chez chez le tribunal, et après, il faut envoyer le dossier à l'ODICO. Donc, c'est 3 ministères qui interviennent. Malheureusement, il n'y a pas une synergie entre les 3 ministères. Revenons sur le terrain. Les associations, les coopératives et les fondations et même disons quelques mutuelles sont de la famille de l'ESS. Malheureusement, ce qui manque à toute cette famille, d'ailleurs, il y a le problème de la formation. Les gens, les ressources humaines qui travaillent dans les associations, ils sont mal formés. Il faut vraiment faire des renforcements des capacités et aussi, il faut vraiment une innovation. On parle de l'innovation, mais aussi il faut une innovation dans le financement. Il y a du financement Intalaqa, il y a maintenant Força, mais on parlera, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans l'exécution de ces programmes très très ambitieux, mais sur le terrain, il y a des difficultés pour les mettre en œuvre. Très bien. D'ailleurs, on a parlé de ce j'invite d'ailleurs nos chers téléspectateurs à aller consulter l'épisode spécial que nous avions fait sur le financement de l'innovation sociale, où nous avons justement traité ce sujet sur aujourd'hui les acteurs, soit associations, soit mutuelles, soit coopératives, soit autres, pour pouvoir se financer. C'est vrai que l'offre de financement n'est pas abondante comme pour l'entreprise classique ou pour d'autres formes d'entrepreneuriat. Et en parlant de financement, on parle donc du business model et on parle donc de la manière avec laquelle on peut conduire les affaires de cet établissement de l'économie sociale et solidaire. Et là, c'est vrai qu'on dit que association, coopérative, mutuelle, s'il y a un point en commun, c'est que le business model en général, il tourne autour du fait que le surplus, la plus-value économique, elle est souvent réinjectée, elle est souvent réinvestie pour faire grandir et pour faire justement plus d'activités dans le futur, etc. C'est-à-dire qu'à part la vocation économique, il y a également une vocation sociale et une vocation territoriale très importante dans l'action. Donc aujourd'hui, et là je m'adresse à vous, Madame Diani, parce que beaucoup de personnes font cet amalgame, et ils disent que une entreprise sociale, c'est une entreprise qui a le business model tel, et qu'elle doit avoir un statut juridique indépendant, pour dire que
oui, cette association est une entreprise sociale, mais celle-là ne l'est pas. Mais, à vous entendre tout à l'heure, parce qu'on parlait un peu en off, et Madame Diani a souligné le fait que l'entreprise sociale, ce n'est pas un statut juridique, c'est une forme d'organisation. Et j'aimerais vous écouter par rapport à ça et justement expliquer à nos téléspectateurs comment ça marche. Donc aujourd'hui, l'entreprise sociale ne devrait pas être un statut légal défini qu'on octroie, mais c'est plutôt une manière d'organisation en interne. C'est ça? C'est d'abord ça. C'est d'abord une entreprise sociale, c'est d'abord une forme organisationnelle. C'est-à-dire que quand je cherche à entreprendre, il y a manière et manière d'entreprendre. Je peux entreprendre commercialement, entre guillemets, et je peux entreprendre socialement. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand je m'inscris dans un entrepreneuriat classique, je suis sur une légitimité du profit. Je peux avancer que je suis là pour me faire des profits. Donc la logique de profitabilité, pas de lucrativité, elle est autorisée, je peux l'assumer. D'accord? Je peux à la limite l'agrémenter avec un peu de geste RSE et ça passera. Et de l'autre côté, je peux entreprendre socialement et dans ce cas, je fais quoi? Je crée de la valeur ajoutée économique. Je crée de la lucrativité, enfin, parce qu'il le faut. Je ne peux pas être une entreprise sociale alors que je vis de subventions. Absolument. Donc, il faut absolument que le business model soit un business model qui se régénère. Générateur de revenus. Absolument. Qui est générateur de revenus pour pouvoir se régénérer. Et pour pouvoir à la fois... Alors, d'aucuns peuvent dire, mais moi, entrepreneur social, ben, quel est mon intérêt, entre guillemets, commercial dans l'affaire? Je peux me verser le salaire que je veux. Je peux me verser jusqu'à 120 000 dirhams si mon activité le permet. Mais je ne vais pas prendre un dividende par la suite. Oui. Donc en fait, on est sur une rémunération du travail et non pas une rémunération du capital. C'est un peu une manière de remettre, comme l'a dit Salhi, de remettre sur le devant de la scène l'importance de l'humain. Et donc en fait, rien ne m'empêche. Lorsque j'ai commencé, j'étais modeste, je touchais un salaire de 10 000 dirhams. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires me permet de me verser un salaire de 60 000 dirhams. Soit, je peux le faire. Voilà. Donc on est sur une ossature de l'exercice d'affaires qui est le business model, qui est extrêmement, ou dans lequel la double valeur est enracinée. Ce n'est pas un geste que je fais one shot ponctuellement et puis je l'oublie, je le ferai l'année d'après, etc. Non, non. Donc la proposition de valeur, la double proposition de valeur, elle est carrément routée, enracinée dans mon business model. Maintenant, une fois que tout ça, ça a été rodé, que ça donne de bons résultats en termes de lucrativité et en termes d'impact social, je vais essayer de trouver une forme juridique qui va habiller ce business model et qui va me permettre d'encore mieux m'épanouir. Alors malheureusement, moi je m'amuse à dire, on a un placard dans lequel on a des formes juridiques. Quand on est dans d'autres pays, quand on ouvre le placard, on va trouver plein de choses. Chez nous, malheureusement, on trouve la SARL, associé unique ou associé multiple, on va trouver l'auto-entrepreneur pour l'entrepreneuriat individuel, on va trouver la coopérative. On écarte la SA parce qu'il y a la distribution de dividendes. D'accord ? Mais si je pars en France, rien que dans la coopérative, je vais avoir la SIC, la SCOP, la CAE. La coopérative. Donc il y a 3 formes juridiques liées à la coopérative, par exemple. À l'intérieur de la coopérative, il y a 3 formes de coopérer. Avec des variations en termes de... Avec des variations, etc. Et moi, entrepreneur, je n'ai que l'embarras du choix en fonction disons, de la singularité de mon business et de mon modèle d'affaires. Absolument, modèle d'affaires. Très bien. Donc, on a besoin, moi, je veux dire, on a besoin d'enrichir les cadres juridiques au-delà de l'ESS pour que les gens puissent être intéressés par l'entrepreneuriat globalement. Il faut enrichir les cadres juridiques. Il faut qu'on puisse avoir énormément de cadres juridiques qui sont disponibles et parmi lesquels les gens peuvent choisir. Aujourd'hui, malheureusement, on travaille avec les porteurs de projets. Des fois, ils n'arrivent pas à se décider. Hein. Ils choisissent un statut juridique malgré eux. Parce que par défaut, c'est un choix qu'ils font par défaut, parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose d'intéressant. D'autres alternatives juridiques. Absolument. Très bien. C'est Salhi, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce point? Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, l'offre est très limitée en termes de casquette juridique que l'innovateur social ou que cet acteur de l'ESS peut porter? Et en même temps, je me permets de vous poser la question, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, de quelle forme juridique plus spécifique a-t-on besoin pour pouvoir relancer
et mettre à l'aise ces innovateurs sociaux aujourd'hui, qui ont parfois besoin d'expérimenter des prototypes, de faire des tests avant d'aller sur le marché, d'avoir des délais de grâce avant d'être imposés ou avant d'être cadres. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités de l'action sociale qui veut dire qui parfois ne sont pas aussitôt économiquement rentables que l'entreprise classique. Et du coup, il faut que la DGI, par exemple, ou il faut que le ministère tel ou que l'administration nous traite avec des faveurs ou avec un traitement spécial, différent, parce que nous sommes acteurs de l'ESS. Est-ce que nous avons besoin d'une légifération dans ce sens? C'est-à-dire n'appliquez pas sur moi les mêmes règles de l'entreprise classique, parce que moi, je suis différent et j'ai besoin d'un autre cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller vers ça et rendre à ces gens une spécificité légale qui les concerne en dehors de toute réglementation classique, je dirais? Vous avez à peu près répondu à votre question. Donc, je rebondis un peu sur ce qu'a dit le professeur. Donc, pour l'entreprise sociale, donc elle, c'est un éminent expert de l'entrepreneuriat social. Donc, je parle sous son contrôle. Donc, l'entrepreneuriat social, il faut qu'il y ait des critères, la finalité sociale, aussi le capital doit être, la rémunération du capital doit être limitée, hein. Donc il n'y aura pas aussi pour les salaires entre les permanents, il ne doit pas être une grande différence, écart. Donc la gouvernance doit être vraiment pas voix à voix, mais un peu maîtrisée. Donc ces critères-là, je ne sais pas, et j'en suis sûr que sur la nouvelle loi cadre de l'ESS, on aura des critères pour vraiment dire quelle est la coopérative ou aussi l'association qui est entreprise sociale ou n'est pas. Donc pour moi, c'est à mon avis, toutes les coopératives ne sont pas des entreprises sociales. Il faut des critères. Et aussi, comme a dit le professeur, donc les associations, ils doivent avoir donc une activité, donc une finalité. Donc ici, donc ils doivent créer de la valeur ajoutée. À mon avis, donc moi, j'avais travaillé aussi en France chez Moves, donc ils avaient un cadre juridique donc pour les coopératives. Pourquoi? Ce que vous disiez maintenant, Ayman, c'est parce qu'il y avait des avantages pour ces entreprises sociales. Moi, je vais faire travailler des jeunes, je vais absorber le chômage, je vais réduire mes salaires et tout, mais il doit y avoir un retour de la fiscalité, des avantages sociaux pour la coopérative. Je vous dis, en France, maintenant, on parle de l'entreprise sociale, mais lorsque j'étais à Moves, on parle maintenant de l'entreprise inclusive. L'entreprise inclusive, même l'entreprise, disons, économique normale, lorsqu'il introduit ou intègre ce qu'ils appellent les BOP, les bottom-of pyramides, donc des coopératives, des associations, dont la chaîne de leur travail, soit dans la production, soit dans la distribution, soit dans la consommation, on la considère comme entreprise sociale. C'est-à-dire aujourd'hui que la définition, elle peut être vraiment multimodale, et je pense que surtout, elle doit être, je dirais, il doit prendre en considération les spécificités locales. C'est-à-dire que peut-être qu'au Maroc, les pratiques que nous avons, on doit aboutir normalement vers une forme de définition qui doit être différente que celle en France et que celle ailleurs. Je pense que c'est ça aujourd'hui le but de la loi cadre et doit nous permettre d'avoir cette définition, je pense, c'est ça. Ayman, chez nous au Maroc, il y a des entreprises sociales, mais ils n'ont pas d'avantage. Je sais que vous avez déjà travaillé sur une entreprise sociale ici à Casa Haïl Mohammadi, je ne sais pas, dans le cadre d'un projet avec Educare, voilà. Donc c'est vraiment une entreprise sociale parce que ils travaillent dans l'enseignement scolaire, l'enseignement préscolaire, dans le préscolaire, et ils ont fait travailler des jeunes chômeuses. Donc, les jeunes du quartier Haïl Mohammadi peuvent aller dans une école avec des prix vraiment très bas. Donc, il faut que cette entreprise aussi ait un retour
sur la fiscalité, la TVA, donc ils doivent avoir un avantage, etc. les lois et tout. Très bien. Et ça se viendra avec la loi cadre. J'espère que cette loi cadre doit parler aussi de ces avantages pour ces entreprises sociales. Vous me tendez la perche pour la dernière partie. En 60 secondes chrono, le call to action, la recommandation. Donc, si vous avez en 1 minute au moins une recommandation à lancer par rapport soit aux régulateurs, par rapport aux acteurs de l'écosystème, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer, laissons maintenant, on peut même parler de cette loi cadre. Maintenant, je vous lance la perche. En 60 secondes, qu'est-ce que cette loi cadre doit permettre de faire et comment est-ce que vous la désirez, comment est-ce que vous la voyez, quelles sont vos ambitions par rapport à ça? Je commence avec vous, Madame Diane, en 60 secondes. Alors, moi, je fais confiance un peu à ce qui est sorti du projet de loi cadre précédent, 2016. Voilà, 2016. Il y aura certainement de l'actualisation qui va être faite, de la bonne actualisation, parce qu'il y a énormément de choses qui ont émergé dans la foulée. Et donc, on va certainement aller vers la construction d'un écosystème global, d'un écosystème disons, de l'économie sociale et solidaire, dont la loi cadre est une composante où la loi cadre va organiser tout cet écosystème. Donc ça va aller de l'accompagnement au financement, disons, à la promotion, au développement et à l'organisation donc et puis à l'intégration de l'innovation aussi. Donc le toilettage dont on a parlé tout à l'heure. Et puis voilà. Moi, mon call, je l'adresserai plutôt aux politiques, parce qu'ils n'ont pas été au rendez-vous la fois d'avant. J'espère que cette fois-ci, ils vont récupérer le projet de loi cadre. Il y aura de la concertation certainement dans le process, donc ils auront leur mot à dire, aussi bien la société civile, les acteurs institutionnels que les politiques, mais ils ont un travail, une responsabilité au final, pour le faire aboutir. Absolument, pour le faire aboutir. Pour le faire passer. Donc c'est important qu'ils prennent le relais sur cet aspect disons, d'approbation de ce projet par la suite. Moi, plutôt mon call, je l'adresse à cette catégorie de politiciens. Il doit prendre en charge aujourd'hui et réussir la transition et faire valider le projet de loi cadre. C'est Mohamed Salhi. J'espère aussi donc, que cette loi instaure un label pour les institutions, les organismes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire pour dire voilà, ils seront labellisés et reconnus dans leur travail. J'espère aussi que dans cette loi, il y ait donc une place aux gens, aux acteurs qui travaillent dans les SS et aussi aux permanents, aux gens donc, qui gagnent leur vie de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est ça, donc une loi. Donc déjà, Madame Diani, il a dit que l'ancienne loi, elle était vraiment complète. Il faut seulement maintenant l'actualiser et la mettre en œuvre. Très bien, merci. Très bien. C'est Mohamed Salhi, merci beaucoup. Je vous remercie. Madame Asma Diani, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu et de nous avoir honorés avec votre présence, avec votre discussion, avec votre contribution à ce sujet ô combien important. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce 7e épisode qui était consacré au cadre légal et réglementaire de l'économie sociale et solidaire. Je vous donne rendez-vous à l'épisode prochain, numéro 8. Mes remerciements également au staff technique ici avec nous de Téléplus, mais également au staff de la Fondation Abdelkader Ben Saleh qui font un travail extraordinaire dans ce sens. Et du coup, je vous dis au prochain épisode, restez connectés et suivez-nous sur les pages sociaux de la Fondation Abdelkader Ben Saleh et de Téléplus. Et n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, en like, en partage. Votre avis nous intéresse. À la prochaine.